Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai réussi à retenir mon invitée du jour afin qu'elle puisse nous partager un peu son histoire et sa vision des choses. Alors pour ce 16e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une grande sœur, Kanda Samani. Comment tu vas ? Beauté, bonjour à tous. Je vais très bien, merci. Vrai plaisir d'être avec vous et de partager des expériences et mon parcours de vie et puis des choses que j'ai pu apprendre aussi. Super, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole. On aimerait bien savoir qui tu es. Oui, ben moi c'est Kanda Samani. Alors déjà sur ce nom, c'est un nom que j'ai choisi par rapport à des reines nubiennes dont j'ai trouvé le parcours assez intéressant et inspirant pour moi. Et donc par rapport au cheminement que j'ai fait, j'ai cheminé, j'ai découvert certaines choses, creusé sur notre histoire et je me suis rendu compte que c'était un parcours intéressant et que comme dans notre histoire, nos noms on les a pas choisis, des noms imposés, d'accord, puisque moi je suis des Antilles-Guyane. D'accord. Donc moi j'ai choisi de me choisir un nom oui qui me correspond et qui me plaît par rapport au parcours de ces reines et puis parce que l'Afrique a une histoire extraordinaire. Donc voilà, c'est un peu ce cheminement que j'ai fait qui m'a permis de choisir ce nom. Voilà. Super. Et donc là, de ce que je comprends, tu es en Guyane, c'est ça ? Oui, voilà, je suis en Guyane, tout à fait. Donc dans un environnement très nature, voilà, beaucoup de plantes et beaucoup d'animaux, et puis surtout un environnement humain très diversifié, très chaleureux, très intéressant aussi, parce qu'il y a vraiment une très grande diversité de communautés, et donc ça me va bien, quoi. Voilà, la découverte de l'autre et tout, ça me va bien. Oui. Tu es déjà sorti de la Guyane, tu as déjà voyagé ou tu as toujours vécu là-bas ? Oui. Je suis déjà allée. J'ai eu de la chance de pouvoir quand même pas mal voyager par le biais de mon travail professionnel, donc et puis par le biais d'activités personnelles. Donc je suis allée au Japon, je suis allée en Afrique, dans la Caraïbe. Bon, évidemment la France incontournable, n'est-ce pas ? Oui. Pour les études, voilà. Ouais. Et puis enfin incontournable pour le moment, pour les études. Et donc en fait, évidemment l'Amérique du Sud, le Brésil, puisque je suis pas trop loin. Ah oui. Le Suriname et le Guyana. Voilà, donc et puis évidemment aussi un petit peu dans la Caraïbe, un peu de Mexique rapidement et un peu d'États-Unis rapidement. Ah oui, d'accord. Donc tu as été un peu partout là. Voilà, donc c'est une chance que j'ai eue. Oui. Et pour moi, c'est toujours très instructif d'aller découvrir d'autres endroits, d'autres personnes, d'autres modes de vie. Ah oui. Moi, j'aime bien, c'est intéressant, même si j'aime bien après retourner à la maison quand même. Ah bah oui, on est toujours bien quand on rentre chez soi, ça c'est vrai. Exact. Waouh, j'imagine que à travers tous ces voyages, tu as dû réaliser de nombreuses choses, encore plus que ce que je peux imaginer. Et c'est ça qui est très enrichissant. Alors déjà, justement, tu as commencé un peu à introduire le sujet, mais en quoi cette thématique te parlait ? L'importance de connaître son histoire, son identité. Alors, déjà, par rapport au contexte, il y a le premier contexte dans lequel j'ai été, qui m'a permis déjà d'avoir un certain niveau de conscience. Bien, c'est l'éducation que j'ai reçue. Donc, de mes deux parents, de ma mère et puis de mon père, qui avait pourtant, malgré une époque, je dirais, où c'était pas vraiment couru, bien, il avait une certaine conscience de son identité, d'être un afro-descendant. Donc mon père, lui, il est de la Guadeloupe. D'accord. Et je peux dire que vraiment, voilà, je ne sais pas d'où il a pris ça, mais en tout cas, il y avait déjà une conscience, je dirais, de l'identité, de défendre une cause, de penser au peuple. Il y avait déjà cette conscience par l'éducation que j'ai reçue, donc avec mes parents, et je suis très reconnaissante de cela. Et puis ensuite, par rapport à mon parcours professionnel, à la base, je suis dans le domaine de l'environnement. Et dans le domaine de l'environnement, je travaille pas mal sur des espaces naturels. D'accord. Et en essayant de valoriser ces espaces, je me suis rendu compte qu'ils étaient très souvent chargés d'histoire. Ah oui.
Et donc, en remontant, je dirais, en tirant le fil, je me suis rendu compte qu'on remontait. Moi, je suis en Amazonie, donc il y a l'histoire des civilisations amérindiennes qui est très oui. importante. Oui. Ensuite, en remontant le fil de l'histoire, évidemment, l'histoire ici des personnages afro-descendants ou africains qui ont œuvré, qui ont fait des choses, qui ont vécu des choses très difficiles, puisqu'on parle de période de l'esclavage. Et donc, ici en Guyane, les vestiges sont essentiellement liés aux Amérindiens et aux vestiges de l'esclavage. Et donc, je me suis rendu compte déjà, pour moi, c'était injuste qu'on n'apprenne pas cette histoire. Ah oui? Vous apprenez donc, pas ça à l'école? On n'apprend pas du tout cette histoire. On apprend vraiment que des bribes de l'histoire de Guyane, alors que on marche sur des sites historiques. Ah oui. Donc en fait, on n'a presque pas de sites naturels. Tous les sites qu'on voit ont une histoire. D'accord. Donc moi, ça m'a déjà, je me suis dit, pour moi, c'était une forme d'injustice. Et je me suis dit non, il faut que. Donc j'ai commencé à faire des petites recherches, connaître l'histoire. Et en remontant l'histoire, j'ai voulu valoriser des personnages de l'époque ancienne de la Guyane, amérindiens ou africains. Ça a commencé à quelle période, quand tu dis que tu as commencé je vais dire que ce travail focalisé, ce que j'ai pu faire avant, c'était plus une découverte de différentes spiritualités. C'était un peu le cheminement que j'ai fait un peu avant. D'accord, donc j'étais curieuse, donc j'allais voir des temples bouddhistes, m'interroger sur c'est quoi l'islam, m'interroger un peu sur tout. C'était un peu ma quête d'avant, je vais dire. Et là, il y a peut-être à peu près 15 ans, 10-15 ans à peu près, je me suis intéressée à l'histoire. D'accord. Et donc voilà, donc on allait chercher le fil sur l'histoire déjà locale de là où je suis. Ensuite, je me suis dit mais vraiment j'ai eu envie avec beaucoup d'émotion, de valoriser le parcours de ces personnages, de valoriser leur histoire, de valoriser leur courage, parce que c'était une période extrêmement difficile. Oui. On peut pas imaginer, c'était quelque chose de très difficile pour vos ancêtres. Ah oui. Et donc j'ai eu envie de rendre justice et qu'ils puissent être valorisés. Ensuite, toujours en continuant à tirer le fil d'Ariane, mais je me suis dit, mais notre histoire, elle commence pas au final à l'esclavage. Oui. Avant cela, il y avait des civilisations amérindiennes qui ont fait de grandes choses, et il y avait des civilisations africaines qui ont fait de grandes choses aussi. Et donc là, je me suis inscrite à l'époque, il y a quelques années, j'étais inscrite il y a quelques années à l'école de Monsieur Mutunde. D'accord, de Guadeloupe. Donc j'ai fait plusieurs années avec des cours tous les week-ends, et donc avec des activités, avec des choses. Et là, ça m'a permis, c'était vraiment un éclairage sur le fait qu'effectivement notre histoire ne commence pas avec l'histoire locale, même si on doit respecter l'histoire locale, mais notre histoire elle est plus ancienne. Et aussi c'est une forme d'injustice puisqu'on se rend compte que on vient d'autres civilisations. Et c'est vrai qu'on nous apprend pas ça à l'école. Voilà, donc c'était pour moi une passion, c'est toujours pour moi une passion de découvrir les histoires. Et puis je me suis pas encore vraiment mise à les transmettre. Je commençais à faire des ouvrages pour les enfants, mais je me suis pas encore vraiment mise à transmettre. Je fais des conférences, je fais des choses, des émissions de radio, etc. Mais je suis pas j'ai pas rebalancé la vraie transmission. Mais en tout cas, pour le moment, j'apprends. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, je confirme. Je vois que tu dis que justement tu transmets ça aux enfants. Qu'est-ce que tu transmets? Tu parles de quoi? De l'histoire? Qu'est-ce que tu transmets exactement? Alors, dans la transmission, il y a effectivement l'histoire de personnages extraordinaires. Il y a quelque chose, par exemple, tout simple, c'est que dans l'imaginaire des enfants, je vais dire en général, imaginer un roi, une reine ou une princesse africaine, c'est pas dans l'imaginaire. Quand on dit le mot princesse, prince, automatiquement, il y a une image qui apparaît et c'est la grande robe, elle est blonde, elle a des boucles, etc. D'accord ? Donc, déjà, c'est faire connaître donc des personnages, et surtout nos personnages à nous. Je reviendrai après sur ça, mais c'est des personnages extraordinaires, tout simplement. Et c'est aussi de faire connaître le génie, la créativité, les créations, les sciences, puisque avec l'école de Monsieur Mutunde, c'était vraiment ça. Et ensuite, faire connaître les grands royaumes, les grandes civilisations, voilà. Donc vraiment, c'est très riche. Et puis, il y a le domaine dans la création, il y a tellement de choses. Il y a les tenues, il y a les bijoux, il y a plein de choses, quoi. Les coiffures.
c'est magnifique en fait. D'accord. Donc, au niveau de cette transmission-là, c'est des ateliers de coiffure que tu fais, des livres que tu vends, c'est Voilà. des petites histoires que tu racontes, c'est ça? Voilà, donc en fait, sur la transmission, il y a des livres. Donc là, j'ai pu redémarrer l'année dernière la réalisation des livres. Mhm. Donc effectivement, c'est des livres. Donc moi, je suis sur un double levier. Donc Oui. le levier local, puisque pour s'intéresser à aller plus loin, il faut d'abord un peu s'intéresser au local. Donc Mhm. sur le levier local, voilà, des livres sur la faune, la flore, sur les cultures, sur des faits culturels, par exemple le carnaval, enfin des choses comme ça. Mhm. Et puis sur les héros du marronnage, ça c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur, les héros du marronnage. Et ensuite, donc c'est des livres, c'est des ateliers, beaucoup d'ateliers. D'accord. Voilà, des ateliers, je vais dire physiques, hein, présentiels, puisque Oui, que tu fais là-bas en Guyane. voilà, là-bas en Guyane. J'ai pas encore, je vais étudier comment faire ça à distanciel, mais pour l'instant c'est en présentiel, D'accord. en Guyane, donc beaucoup d'ateliers. Ok. Je fais aussi des poupées afro. Ah, Voilà, donc c'est dommage, vous n'avez pas la vidéo, donc je ne peux pas vous les montrer. mais moi, je les vois. Donc des poupées afro, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à faire ça. Parce que Mhm. je me suis rendu compte de l'importance Oui, dans le mental effectivement. d'avoir une image positive, Mhm. travailler sur l'estime de soi. Ah oui, hein. Et on va revenir sur ça après. Et donc des poupées, des ateliers, des contes. Là, cette année, enfin 2024, j'ai lancé des contes avec une équipe. Hein, je suis pas toute seule. Oui. Donc des contes, par exemple, on a lancé un conte sur les sirènes. Mhm. Donc les moments d'îlot pour le respect de l'eau, de la nature. Donc voilà, c'est un peu travailler sur tous les aspects pas encore développé, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est tout ce qui est permettre à nos jeunes d'être un Mhm. peu, d'avoir des connaissances un peu sur autre chose que ce que l'on donne à voir à la télé ou encore à l'école. Effectivement, oui. Ah oui. Tu as dit maman d'îlot, c'est comme ça que vous appelez les sirènes? Oui, c'est les moments d'îlot. Ah, Je crois qu'aux Antilles, c'est Maman de l'eau, si je me trompe pas. En Afrique, c'est Mami Wata. oui, c'est Euh, ça ce que j'allais voilà, dire. Ça me fait penser au Mami Wata. Ça voilà, se en Afrique, ressemble c'est Mami parfois. Wata. Au Brésil, c'est Yemanja. Voilà. D'accord, super, waouh. Voilà. Je vois que de toute façon, par ton parcours, tu es une personne qui a eu, voilà, tout de suite cette, enfin, peut-être, je peux me tromper, mais cette étincelle, tu as fait comprendre que ta famille, notamment du côté de ton père, avait déjà cette conscience-là. Donc, toi, c'est survenu très tôt, cette conscience-là de vouloir t'intéresser un peu à la spiritualité, à l'histoire. C'est survenu vers quelle période à peu près de ta vie? Alors moi, comme je dis, il y a eu très tôt, par le biais de mes parents, mon père en particulier, une certaine conscience Mhm. de ça. Et après, pour vraiment approfondir l'histoire, aller plus loin, c'est il y a quelques années. Hein, donc je vais dire il y a à peu près une dizaine d'années, à peu près. D'accord, donc tu étais déjà dans la vingtaine, dans la Voilà, trentaine. c'est ça. Et là, je vais dire que maintenant, je suis je vais dire depuis à peu près 3 4 ans, là vraiment, voilà, j'achète des bouquins, voilà, je m'intéresse à fond, Oui. l'histoire de la Guyane, l'histoire des Antilles, l'histoire de l'Amérique en général, des Amérindiens. Enfin, c'est passionnant parce qu'on Mhm. apprend toujours des nouvelles choses. C'est ça. Et puis, au final, le grand public n'est pas au courant de ces choses, donc c'est pas normal en fait. Justement, en parlant de ça, comment tu as perçu un peu cette absence de connaissance de ton entourage? Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que tu étais seule quand tu as commencé un peu à prendre conscience de toutes ces choses-là, en dehors de ta famille, je parle, mais tes amis, parce que tu as dit que c'est pas des choses qu'on vous apprend, hein, c'est un peu rapide, ce qu'on vous dit, c'est des petites bases, mais réellement, ça va pas plus loin. Est-ce que tu as été confrontée à une solitude lorsque tu as commencé à approfondir tes connaissances, ou au contraire, tu t'es sentie plutôt très encouragée et tu as été accompagnée dans cette démarche-là? Bon, la réalisation, le premier livre sur le marronnage, ça a été très très compliqué. On va dire que c'est en mars 2017. Mhm. En Guyane, il y a eu un très grand mouvement social qui a été un peu connu dans le monde hein, à travers les fameux 500 frères, qui étaient des jeunes hommes de Guyane qui ont décidé de se lever pour réclamer justice. Mhm. Et donc, mars 2017, le pays était bloqué. Donc, ben moi, j'avais décidé, comme j'avais commencé à avoir certaines connaissances, et puis aussi prendre conscience qu'on est sur des territoires qui sont riches, en fait. Oui. Et donc, moi, ben, j'allais sur les ronds-points avec des amis, et on allait sur les ronds-points où il y avait les barrages, et puis improvisation de mini-conférences.
Ah ouais. Et donc, voilà, et les gens étaient très réceptifs parce que, bon, ben, en direct, prendre conscience qu'on a un territoire qui a une richesse, qui a une histoire, qu'on a des personnages avant nous qui ont fait des choses, eh bien, les gens ont été assez réceptifs. Oui. Et donc après, il y a eu les émissions de radio aussi que j'ai pu faire sur une des grandes radios locales. Pareil, à transmettre des connaissances sur notre histoire. Dès que je pouvais faire des petites incursions sur l'Afrique, je le faisais, mais c'était vraiment plus sur l'histoire locale, justement, l'histoire du marronnage, l'histoire des résistances. Est-ce que tu peux préciser de quoi il s'agit quand tu parles du marronnage? Parce que tout le monde ne connaît pas. Alors oui, donc le marronnage est lié à l'histoire de l'esclavage. Donc, pour synthétiser, bon, je pense que j'espère que vous avez déjà entendu parler de cette période de notre histoire qui est fondamentale pour l'histoire de l'humanité, à plusieurs titres. Donc, l'histoire de l'esclavage, c'est quoi en résumé? Eh bien, c'est, je vais dire, un continent qui est le continent de l'Europe, le Moyen Âge, hein, c'est l'époque du Moyen Âge où l'Europe était en galère, en besoin d'argent, besoin de ressources, besoin d'alimentation, etc. Donc, l'Europe était en galère. Et ils ont entendu parler de territoires qui auraient eu certaines richesses. Oui. Donc, je vais pas être trop longue pour expliquer. Bon, Oui, juste rapidement, oui. en synthèse rapidement, liée à l'histoire, par exemple, de Marco Polo qui allait prendre des épices en Inde, et aussi liée au roi Kanka Moussa, le roi du Mali, qui a fait un pèlerinage où il a donné de l'or à tout le monde. Et en fait, il y a eu un portrait du roi du Mali qui est arrivé en Europe où on voyait ce roi africain avec une couronne en or qui tenait de l'or dans la main. Donc entre Marco Polo et les épices qui ont commencé à avoir beaucoup de valeur et l'histoire de ce roi africain, ben les Européens se sont dit, ben il y a peut-être des territoires là où il y a des richesses, voilà. Et c'est comme ça que ben, les Portugais en l'occurrence, sont arrivés dans le secteur du Congo. Et puis voilà, l'histoire a démarré par là. Et pour exploiter certains produits, comme par exemple la canne à sucre, qui a été un des premiers produits, puisqu'avant il n'y avait pas de sucre, on sucrait avec le miel. Et donc quand la canne à sucre a commencé à être goûtée en Europe, surtout le sucre en fait, ça a commencé à avoir un succès phénoménal. Et donc les Portugais se sont dit, ben, mais par contre pour la culture, ben, on va prendre les gens là qu'on est venu rencontrer. Et donc ils ont commencé à pratiquer l'esclavage sur l'île de Sao Tomé en face du Congo là. Et ensuite ils ont été en Amérique, et en Amérique les premiers à avoir été réduits à l'esclavage, ce sont les peuples amérindiens. Oui. Et donc être réduit à l'esclavage, ça veut dire qu'on vous capture, qu'on vous fait travailler de force. Vous êtes considéré comme un objet. Donc c'est un système d'une extrême violence et qui n'a aucune comparaison avec des systèmes, je vais dire, de dépendance qui pouvaient exister sur d'autres territoires. Donc c'est ce système d'esclavage arabo-musulman puis européen chrétien. Le principe était de contraindre par une extrême violence les peuples à travailler, amérindiens d'abord, puis africains. Oui. Donc dans ces conditions, donc imaginez-vous, vous travaillez pratiquement sans vêtements, sous le soleil, sous la pluie, des travaux d'une extrême pénibilité, avec des maltraitances mentales, psychiques, physiques et familiales. Donc dans ces conditions effroyables, nos ancêtres ont décidé de prendre leur liberté dès qu'ils le pouvaient. Et ça, la prise de liberté, je veux dire que le marronnage, entre guillemets, existait même depuis l'Afrique même, les révoltes, les résistances sur les bateaux. Ensuite, dans la traversée, il y avait des révoltes. Arrivé sur le continent de l'Amérique, alors vous savez que l'esclavage a concerné aussi les îles de l'océan Indien, comme la Réunion, comme l'île Maurice. Mais moi, je vais parler de l'Amérique, donc, et de la Caraïbe. Nos ancêtres ont décidé de prendre leur liberté. Et donc, c'est une prise de liberté qui était très risquée pour l'époque. Et le mot marronnage viendrait du mot espagnol cimarrón, qui viendrait lui-même d'un mot amérindien et qui signifie retourner dans la nature, retourner dans l'état, de l'état naturel, je vais dire. Et donc, le principe du marronnage, ce sont des Africains ou des Amérindiens réduits à l'esclavage qui décident de prendre leur liberté et donc de repartir en forêt pour recréer des villages. Donc c'était quelque chose qui n'était pas évident, qui n'était pas facile, qui demandait énormément de courage, puisque en cas de capture, eh bien c'était des tortures inimaginables. C'était même la peine de mort, en fait. Voilà, selon si c'était le deuxième, troisième marronnage, c'était la peine de mort.
Et donc, avec sur tout le continent américain, il n'y a pas d'endroit où ça a été plus doux, plus truc. Hein. Comme on dit, ouais, en Guyane, on fait croire que ça a été plus doux. Moi, j'ai des documents historiques. C'est pas un système qui est doux. Hein. Voilà, c'est pas un camp de vacances. Non, c'est sûr. Voilà. Donc, en fait, le marronnage, c'est le principe de femmes, d'hommes qui ont décidé de partir en forêt, recréer des villages et reprendre leur liberté. D'accord. Voilà. Et c'était très risqué. Voilà. Donc, c'était pour expliquer un peu le marronnage. Et moi, quand j'ai découvert l'histoire des marrons, des personnages, je me suis dit, mais c'est pas possible que, franchement, partir. Bon, la savane, déjà, c'est pas facile. On a des savanes en Guyane, mais imaginez la forêt. Aujourd'hui, il y a des gens qui se perdent en forêt. Donc, la forêt, c'est un milieu qui n'est pas évident. Ah oui. C'est un milieu qui est vivant, mais c'est un milieu qu'il faut connaître, il faut maîtriser. Alors, c'est vrai que je veux pas avoir une vision de milieu hostile, enfer vert, tout ça. Je veux pas ça parce que c'est la caricature dans laquelle on met notre nature. Notre nature a ses règles, a ses principes, a ses êtres vivants. La nature est vivante, donc on va pas comme ça, d'un coup de tête, on part en forêt. Bon, il y a eu du petit marronnage qui était ça, mais très souvent, c'est un marronnage qui demande une préparation, qui demande des solidarités. Par exemple, les peuples amérindiens ont très souvent aidé. Donc, les Africains qui partaient, qui prenaient leur liberté. Il y a eu beaucoup de solidarité sur tout le continent américain, même aux États-Unis où on n'en parle pas tellement. Mais il y avait les Black Indians, donc il y avait des solidarités. Et moi, je trouve ça absolument passionnant, intéressant sur le plan des valeurs, de se dire que les peuples ont été solidaires, intéressant sur le plan des valeurs, de se dire mais les conditions étaient extrêmement dures et ils ont eu du courage quand même. Et ils ont fait des choses et les villages étaient bien organisés. D'accord. Les villages étaient super bien structurés avec de la nourriture en abondance. Il y avait des choses organisées. Il y avait par exemple un héros du marronnage qui s'appelait le grand chef Simon. Qui reprenait des cultes à ces dieux africains, Bintou et Kashi. Donc, je crois que c'est à peu près dans le secteur de la Côte d'Ivoire. Donc, il faisait ces processions en grand apparat. Donc, ça veut dire vraiment des guerriers. C'était un grand guerrier aussi, avec des techniques de combat, qui utilisent aussi des techniques traditionnelles ésotériques. Donc, pour moi, je trouve que c'est une injustice que des personnages amérindiens ou africains soient mis dans l'oubli. Et que pour l'instant, la connaissance qu'on nous en donne, c'est des caricatures. Voilà. Quand on parle des Amérindiens, tout de suite, il faut qu'on parle de sacrifice humain, tout de suite, il faut qu'on parle de cannibalisme, et ça revient dans tous les documentaires, dans les livres scolaires, c'est toujours les mêmes caricatures qui ressortent. Voilà. Alors que, moi, comme je dis, prenez du recul par rapport à l'histoire. Si on veut parler de sacrifice humain, l'histoire du Moyen-Âge, pour des raisons religieuses, les gens étaient mis sur le bûcher. Ah oui, les gens étaient brûlés. Hein. Avec la tête coupée. C'est du sacrifice humain. Donc, vous avez vu, c'est cette façon que moi, dans cette quête identitaire, j'ai choisi de changer de paradigme. On est pris, aujourd'hui, nous tous, on est pris dans un paradigme occidental qui lui-même cache ses parts sombres et met en lumière parfois le peu qu'ils arrivent, même le Moyen-Âge qui était une période quand même très sombre. Nous, on nous apprend du Moyen-Âge quoi? On nous apprend les châteaux, les princesses, les chevaliers. Alors qu'en réalité, le Moyen-Âge, c'était des famines, des guerres, c'était la pauvreté, c'était la saleté. C'est ça la vérité du Moyen-Âge. Mais eux, ils ont choisi de parler d'une petite partie où ils peuvent se mettre en valeur. Et pour nous, notre histoire des peuples, c'est très important, parce que nos cousins amérindiens, ils se suicident. Ils n'ont pas d'estime de soi. Ils ont pour eux, il n'y a aucune valorisation du parcours de leurs ancêtres. Dans l'histoire, dans la sphère publique, dans les livres scolaires, il n'y a rien qui les valorise. C'est grave, en fait. Effectivement. C'est un génocide culturel. Dans la part de l'histoire qui est racontée actuellement, c'est ce à quoi on est confronté. Voilà. Donc, en fait, moi, je me suis dit, ben non, c'est des personnages qui ont fait des choses. Pareil, dans le marronnage, quand vous allez trouver des textes historiques sur le marronnage, eh bien, savez-vous que les marrons sont décrits comme des criminels. Voilà, qui attaquaient les habitations. Oh là là, ils sont pas gentils, ils sont méchants, etc. Donc, moi, je dis des gens qui ont risqué leur vie, qui ont risqué des mutilations, qui ont fait de leur mieux pour vivre en liberté, avec des valeurs, avec des villages organisés, et vous êtes réduits dans les documents historiques, vous êtes traités comme des criminels. Pour moi, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est injuste. Voilà, c'est pas possible. Voilà, on peut pas être. On vit nous tous
je vais dire nous les afro-descendants en général, mais moi je vais élargir les Amérindiens et puis même les peuples européens. En fait, vous êtes sur un paradigme qui vous rendez pas compte en fait que ce paradigme a été orienté par vos décideurs en fait qui ont choisi d'écarter ce qui pourrait vous-même vous choquer et vous permettre d'être plus éveillé en fait, parce qu'on a besoin d'une nouvelle humanité où on se respecte les uns les autres. Mais vous êtes orienté dans un canal, dans un tunnel où on vous fait croire, vous faire croire supérieur aux autres. Mais la vérité, elle est totalement différente. Et pour moi, c'est une œuvre qui s'élargit à tout le monde. Bien sûr, je vais travailler sur les peuples qui me sont proches et qui voilà, je me suis incarnée dans un paradigme, dans un peuple, donc je vais œuvrer, mais pour moi c'est une œuvre pour toute l'humanité, parce que si on veut se respecter les uns les autres, il faut qu'on repose sur notre paradigme. Et notre paradigme aujourd'hui, il est effacé, il est complètement occulté, ou on en a une vision caricaturale. Et c'est vraiment grave en fait pour notre évolution. Effectivement, dans ce que tu dis, on voit qu'il y a vraiment il y a une grosse prise de conscience. D'ailleurs, c'est une petite révolte, j'ai envie de dire, même une grande parfois, parce que quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont occultées et qu'il y a une version de l'histoire qui est racontée qui est quand même assez fausse sur certains aspects. C'est ça. Comment tu as vécu ça, en fait? Parce que j'imagine que quand tu as pris conscience de ça, tu avais envie de le partager autour de toi. Et moi, personnellement, ça me rappelle quand j'ai appris dans mon épisode où je racontais que justement j'ai été en Amérique latine, et quand j'en ai appris un peu plus sur ces peuples qui ont vécu là-bas, c'est là que j'ai fait le pont avec moi, ma culture, en fait, avec ma tradition africaine, où j'ai réalisé que mais il y avait beaucoup de similarités déjà, et aussi une certaine part de l'histoire qui n'était pas mise en avant par ces peuples-là qui ont beaucoup travaillé ensemble. Et quand tu prends conscience de ces choses-là, ben, tu sais, ça secoue quand même beaucoup de choses. Et tu te dis, mais comment ça se fait que les gens autour de toi ne sont pas au courant? Comment ça se fait que c'est pas partagé? Et lorsque tu essaies même d'en parler, ben, il y a beaucoup de résistance. En fait, les gens ne sont pas prêts à recevoir parfois ce message-là. Est-ce que tu as été confronté à ça, toi, de ton côté? Alors, sur les émissions de radio, comme ça touche un grand public, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc les gens, voilà, j'ai même une amie qui m'a dit, ben c'est quand je t'ai entendu à la radio que je me suis rapprochée, j'ai pris conscience de, c'est une maman qui essaye d'éduquer ses enfants dans la connaissance. Et quand elle a écouté les premières émissions de radio, ça a été une prise de conscience pour elle. Et dans les conférences, alors pour les conférences c'est moins évident parce que c'est pas facile que c'est des gens un peu conscients qui vont venir. Par contre, ce que j'ai pu faire, qui a pu avoir un certain succès, c'est des sorties sur le terrain. D'accord. Et les gens avaient envie de comprendre l'environnement qui leur est proche. Et là, j'ai fait la journée des héros de la liberté. Donc, je pense que c'est peut-être une première. Donc, peut-être une première mondiale, je sais pas. Donc, la journée des héros de la liberté, c'était vraiment pour parler des héros du marronnage. Voilà. Mais en allant, j'ai fait sous forme de conférence et après, j'ai fait des sorties sur le terrain. Et même moi, j'étais étonnée. Il y avait beaucoup de monde et les gens avaient envie. Il y a une prise de conscience, nous, depuis mars 2017, où les gens se réveillent, je vais dire, et ont conscience que non, mais il y a autre chose, mais c'est pas possible. Mais voilà, il y a une petite prise de conscience qui se fait. Mais je suis réaliste. Pour l'instant, notre communauté, notre peuple n'a pas encore, même si les réseaux sociaux permettent de démocratiser, et c'est vrai qu'on ne détient pas encore les leviers de conscientisation et d'information de masse. Je vais dire pas encore, c'est en train. Les réseaux sociaux, ben voilà, grâce à toi, par exemple, ce que tu fais, il y a d'autres chaînes comme Grandeur Noire avec Safia, qui est une Guyanaise aussi, qui fait un gros travail depuis des années. Donc il y a au moins, ça permet d'ouvrir et les gens commencent à se réveiller, commencent à s'intéresser. Donc on a une ouverture qui se fait grâce aux réseaux sociaux. Et maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas les gros médias, on n'a pas encore de quoi faire des gros films, des dessins animés, de quoi faire le programme scolaire tout simplement. On n'a pas la main dessus. Donc c'est sûr qu'on n'a pas les leviers de conscientisation de masse. On va être réaliste, on les a pas encore. Ça va venir, ça vient. Donc effectivement, mais il y a quand même, je vais dire qu'il y a un réveil qui se fait. Je vais aussi grâce à Monsieur Omotunde, par exemple, qui a eu un impact considérable dans notre communauté. Donc voilà, des personnes comme ça qui ont commencé à faire le réveil, même si je vois que la conscientisation progresse, l'élévation progresse. Mais c'est normal.
qu'on ait des personnes qui s'éclaircissent encore la peau, des personnes qui croient que il faut admirer un seul modèle physique. Donc, hélas, les mamans qui se mettent des cheveux lisses, qui s'éclaircissent la peau, c'est un vrai drame. Donc, ça veut dire que le travail doit encore se faire et qu'il y a un travail important encore à faire pour qu'on arrive à s'accepter, à s'aimer soi-même. Donc, on va pas dire que ça y est, c'est gagné, on a tout réussi. Je dirais que ce que j'observe, c'est que dans la sphère caraïbéenne et américaine, la prise de conscience sur l'estime de soi, je trouve elle a beaucoup progressé. Oui. Et c'est très concret. Pour parler de l'exemple des cheveux, c'est quelque chose de très concret. Moi, j'observe que je vais dans la rue, c'est une majorité de femmes qui a les cheveux naturels maintenant. Et beaucoup de locks, alors que les locks étaient très mal vus il y a peut-être il y a 10 ans. Elles sont encore mal vues aujourd'hui, hein. Voilà. Eh bien, moi, je vois que dans la sphère publique, dans la rue, dans les supermarchés et tout, beaucoup de femmes ont des locks. Oui. Moi, je vois même ma sœur maintenant s'est fait des micro-locks, ma nièce a des micro-locks. Enfin, vraiment. Et je vois même dans certains médias, l'autre jour, je regardais un média de Martinique, il y a une avocate, Quand j'ai vu qu'elle était avocate, j'ai dit, mais c'est des locks qu'elle a? Waouh! J'ai dit, wow, mais ça évolue là, les gars, c'est super! C'est vrai, ce que tu dis. Donc, je trouve que dans la sphère caraïbéenne, américaine, je dis américaine, Amérique du Sud, Amérique du Nord, au Canada, je vois que ça bouge beaucoup aussi. Il y a des marques de produits cosmétiques afro et bio. Donc, la sphère américaine et caraïbéenne, je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience qui progresse. L'Afrique, c'est un continent stratégique. Et je sais que c'est dur. Ah oui, Et il y a quelques personnes, il y en a qui se battent sur le continent, qui commencent à faire des choses, comme par exemple le ministre de la décolonisation, Ida, c'est une jeune Camerounaise qui fait un travail de terrain avec des enfants. Donc, je sais que c'est dur. Parce que là, il y a la publicité, ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait mal quand je vois ça. De temps en temps, je regarde Nollywood, je jette un petit regard quand même. Et quand je vois des séries, des présentatrices, des trucs, et puis évidemment une méconnaissance de leur histoire, évidemment une méconnaissance de leurs traditions qui sont diabolisées encore en Afrique. Là, je me dis, il y a encore du travail. Et je me rends compte que non, là, on est encore en guerre là. Il y a encore du travail à faire, oui. Il y a encore beaucoup de boulot. Heureusement qu'il existe des choses qui sont faites pour éveiller les consciences, pour s'éduquer, tu vois, à travers ce que toi tu fais, à travers ce que moi j'essaye de faire un petit peu de mon côté. Voilà, on est conscient de ces choses-là, on ouvre les yeux de plus en plus. Voilà. C'est sûr que c'est un combat, c'est pas facile. L'éducation, ça prend du temps, ça prend des générations même. Mais on essaie de faire avancer les choses parce que on se rend compte que c'est important. C'est important aujourd'hui de prendre conscience de ces choses-là parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un problème d'estime de soi aussi. On se rend bien compte de la souffrance que beaucoup même vivent sans s'en rendre compte, n'est-ce pas? Des fois, on vit des choses, mais on ne sait pas d'où ça vient. Alors que, connais-toi, en fait. Connais ton histoire, sais d'où tu viens déjà et pour comprendre ce qui t'arrive. Et c'est ça, le message un peu que je pense qu'il faut retenir là-dedans. Tu as parlé beaucoup de ce que tu as fait après, mais si je reviens un peu plus sur ton parcours, quand tu as grandi, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as basculé? Est-ce que tu as découvert quelque chose? Qu'est-ce qui a fait que tu sois celle que tu sois aujourd'hui? Oui, l'importance d'avoir un milieu éducatif qui nous éveille sur ça, même si je vais pas dire, il n'y avait pas de connaissances historiques particulières. Ma mère, par exemple, elle écoutait beaucoup les Negro Spiritual, vraiment tous les mouvements civiques aux États-Unis. Je sais qu'elle avait vraiment cette connaissance, cette conscience. Ma mère, elle était prof d'histoire, d'histo-géo et de français. Par exemple, elle faisait à son époque étudier Léon Gontran Damas. Les quoi? Qui n'était pas du tout dans les programmes. Léon Gontran Damas, qui est un grand poète de la négritude guyanais, et donc avec des textes très, je vais pas dire très osés, mais revendicateurs, des textes sans concession. Et à l'époque, ma mère faisait, à son époque, c'était pas du tout autorisé dans les programmes. D'accord. Donc, mais elle faisait étudier du Léon Gontran Damas. Voilà, c'est des textes vraiment, caustiques, je vais dire, mais qui sont là pour dénoncer la vérité. Voilà, donc ça veut dire être un peu nourri
par cela. Alors, ce que j'aurais peut-être souhaité, c'est peut-être avoir plus de livres, plus de choses sur l'histoire de l'Afrique. Maintenant, les deux éléments déclencheurs, ça va être, comme je disais, travailler sur des milieux naturels, des sentiers de randonnée, par exemple, qui donnent sur des sites historiques. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Là. Non, c'est pas possible. Je peux pas. Une histoire aussi intéressante, c'est pas normal que le grand public ne connaisse pas. Donc là, j'avais aménagé des panneaux sur les héros du marronnage, des panneaux sur l'histoire de l'esclavage. Et ensuite, le deuxième élément déclencheur, ça a été mars 2017 en Guyane, où là, je me suis dit ben là, il faut commencer à transmettre, il faut partager. C'est pas possible. On peut pas avoir ces éléments et puis que ça soit pas transmis au grand public. Donc ça a été vraiment le deuxième élément déclencheur. Et puis, je vais dire peut-être le troisième élément déclencheur, ça a été les vidéos de Monsieur Kalala Omotunde, qui permettaient là d'avoir du biscuit, je vais dire, c'est-à-dire des choses pratiques, concrètes, synthétiques. Voilà, ce qu'il faisait était excellent parce que c'était pas trop long. Des éléments concrets, synthétiques, qui permettaient de mettre la lumière sur je vais dire la richesse spirituelle et la richesse historique et puis le génie créateur de l'Afrique. Voilà. Donc je vais dire ces trois. Voilà, c'est un cheminement qui se fait petit à petit et qui permet d'avoir conscience des choses. Et puis après, évidemment, il y a les je m'intéresse aussi à la géopolitique et toujours dans le prisme historique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je vais dire que j'ouvre un couvercle, je me dis non, c'est pas possible. Je te dis non, c'est pas non, ils ont pas fait ça. C'est que des découvertes en découvertes en fait. Hein. Voilà, c'est t'as des marmites là, bon, tu te dis tiens, il y a un truc bizarre là. Quand je commence à ouvrir le couvercle, je me dis non, c'est pas possible. Oh là là. Et nos ancêtres ont dû se battre, œuvrer, machin. Oh là là, purée. Donc je vais dire en ouvrant des couvercles, j'ai beaucoup aimé toutes les musiques créées par nos ancêtres ici en Amérique. Donc ma mère, c'était du negro spiritual, tout ce qui est reggae, compas, salsa, tout ça, j'adore toutes ces musiques-là. Et puis du coup, je sais que le son a fait un tour au Congo et du coup, moi je suis allée au Congo et j'adore le dombolo. En fait, voilà, moi j'adore tous ces rythmes-là et je me dis oui, le génie de nos ancêtres d'avoir créé toutes ces musiques tout en étant partie de conditions très difficile, donc c'est quand même assez extraordinaire en fait. Et cette conscience du génie. Et puis à chaque fois, moi je suis assez curieuse, j'aime beaucoup tout ce qui est de la mode aussi. Et puis quand tu te rends compte que à chaque fois que tu tires un truc, tu ouvres un coup, ah tiens, les mathématiques. Alors mathématiques, ça donne quoi? Ah bon, ça vient d'Afrique, ok. Et la mode, tu ouvres le couvercle de la mode. Et puis tu vois que Jean-Paul Gaultier te dit ouais, moi je connais tous les peuples traditionnels d'Afrique et je m'en inspire régulièrement. Ah bon, ok. Louis Vuitton, les motifs, donc voilà. Et c'est là, là, ça motive. Tu te dis non, faut continuer, il faut œuvrer, il faut faire, il faut transmettre, il faut que les jeunes soient au courant de ça. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais mentalement, il faut qu'on arrive à prendre conscience de l'importance que ça a. Ah oui, oui. Bon, je travaille pas mal avec les jeunes, hein, donc ça c'est dans le cadre du travail professionnel au départ, c'était plus sur les choses d'environnement. Et du coup, j'ai créé une association qui porte le nom d'un héros du marronnage. Cette association s'appelle Copena. Copena. C'est ça. Et donc, dans le cadre associatif, j'ai formé une animatrice qui va dans les milieux scolaires et en rencontre des jeunes. Oui. Mais ça fait mal en fait quand tu interroges les jeunes, tu leur demandes même donnez-moi le nom d'un héros, ils sont incapables de sortir. Est-ce que vous connaissez le nom d'une reine africaine ou d'un roi africain ou d'une princesse d'Afrique ou d'un royaume africain ou d'un roi amérindien? Ils sont incapables de te sortir un nom, mais c'est grave en fait. Oui. C'est grave. Et là, pour la première fois, on va travailler un petit peu avec un public de jeunes ados en difficulté. Oui. Donc on a commencé les séances, mais je dis mais en fait on est dans un système qui détruit en fait. On se rend pas compte, ça détruit parce que quand tu sais pas d'où tu viens, tu connais pas la richesse que tu as en toi, la richesse qu'il y a autour de toi. Oui. Donc t'as pas appris à avoir un mindset de dynamique, d'entreprendre. T'as pas eu ce mindset là. On est dans un système qui nous donne faut dire la vérité, on est un peu dans un mindset d'assistanat. On est dans une sphère, on parle français, on est dans une sphère francophone qui est encore plus dans un mindset d'assistanat et d'attentisme que d'autres mindsets. Hein. Chez les anglo-saxons, c'est un peu plus dynamique, voilà. Mais nous, il faut dire la vérité, toute la sphère francophone, on est vraiment dans un mindset
dans un paradigme éducatif où on est un peu dans du rabâchage de par cœur, on n'est pas formé à être dynamique, à chercher des solutions, à créer, à être entrepreneur, à valoriser ce qu'on a. Parfois, on a des choses. Les gamins, ils ont des talents, hein, Oui. mais ils sont dans un mindset autodestructeur. Voilà. Il y en a un qui m'a sorti il y a pas longtemps, il y a 3 jours, on était dans un atelier pour des jeunes en difficulté, qui m'a sorti, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut continuer à passer de la drogue. Ah oui, d'accord. Tu vois? Oui. Donc moi, je canalise je vais dire, entre guillemets, ma révolte en l'investissant dans la création, dans les ateliers. Oui. Mais il faut qu'on se rende compte que c'est pas de la blague. C'est grave, en fait. Il y a des conséquences graves parce que c'est des jeunes qui ont du talent. Oui. Donc il y en a beaucoup qui font plein de choses extraordinaires, heureusement. Mais moi, je dis que c'est des talents qui se perdent, en fait. Oui. Vous êtes adulte, on doit se réveiller, se conscientiser, informez-vous, achetez des bouquins, inscrivez-vous dans des pages, dans des trucs, prenez, creusez, allez connaître, et puis ensuite transmettez autour de vous. Et puis vous avez des enfants, mais s'il vous plaît, vous avez des enfants depuis le plus jeune âge. Il faut que les enfants apprennent. C'est très important. Oui. Tu as beaucoup parlé de l'Afrique, de ce lien un peu avec le continent mère, mais comment tu as fait le pont avec l'histoire de lieux où toi tu as vécu avec l'Afrique? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est pas évident en fait. Alors que oui, c'est vrai que quand on lit un peu, on s'en rend compte, mais à quel point ça a été facile pour toi de l'accepter, tu vois? Parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui ne faisaient pas spécialement cette connexion, qui ne voient pas le lien avec le continent de l'Afrique et l'histoire de l'Amérique. À quel moment, toi, tu as fait cette connexion facilement, en fait? Parce que quand tu en parles, ça a l'air tellement simple et logique, mais je pense pas que ce soit le cas de tous. Parce que tu étais quand même, voilà, tu as grandi en Guyane, tu connais un peu l'histoire de la Guyane, mais j'imagine que quand vous réalisez ces choses-là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, alors, comme je dis, c'est pour ça que j'exhorte les parents et les adultes à éduquer les jeunes, à donner l'estime de soi dès le plus jeune âge. Oui. Puisque, en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est vrai que mon père m'a donné l'estime de soi depuis mon plus jeune âge, quoi. Voilà. Oui. Bon, c'est pas de sa faute, hein, peut-être qu'il n'avait pas eu les bouquins, tout ça, donc il n'a pas pu me donner de choses détaillées et précises pour dire tel royaume, tel roi, telle reine, tel inventeur, etc. Il n'a pas pu me donner de détails, mais l'estime de soi, je sais pas où il a pris ça, parce que justement pour lui, c'était pas du tout, c'était tout le contraire en fait, puisque on est pris, comme je disais tout à l'heure, on est pris dans un paradigme de dévalorisation. Et moi, je ne crois plus au hasard. Je sais que c'est fait exprès. Et ce paradigme de dévalorisation, c'est normal que ça va produire des personnes qui auront même une image très négative de l'Afrique ou une image caricaturale. Et c'est normal en fait, puisque tout est fait pour ça. Tout est fait. À l'abolition de l'esclavage, déjà pendant l'esclavage, le système colonial avait mis en place un dispositif de manipulation mentale où, pour être un bon esclave, il fallait ressembler, comme on disait à cette époque-là, aux Blancs. Et tout esclave qui venait d'arriver d'Afrique était dénigré, était ridiculisé, était mis vraiment... Donc c'était rustre, enfin c'était vraiment une image du sauvage, rustre, etc. C'était ça qui a été... Et il faut penser, c'est des générations de personnes. Oui, c'est pas de leur faute, en fait. Oui. Si je prends un enfant, je l'éduque bien, je lui donne de bonnes valeurs, il va grandir avec de bonnes valeurs. Il peut peut-être suivre le mauvais exemple, mais au moins, il a eu des bases. Mais quand vous prenez un enfant, vous lui mettez dans la tête des choses négatives depuis le plus jeune âge, bon, je vais pas dire c'est pas de leur faute, mais c'est vrai que c'est pas de leur faute, puisque on leur a appris que des choses négatives sur les Africains aussi. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est logique, en fait, qu'il y ait beaucoup de personnes qui renient cette part africaine, qui en ait honte et qui le rejette et qui ait une image négative. Et ce qui a été fait pendant l'esclavage, donc de rien, aucune information sur l'Afrique, et en plus ceux qui viennent d'arriver d'Afrique, oh là là, c'est les pires, c'est les trucs. Tout ce qui est tradition spirituelle africaine, oh là là, c'est sorcellerie, c'est pas bon, c'est machin. Donc ça a été ancré. Si tu veux être bien, tu dois aller à l'église, machin, truc. Donc ça a été ancré depuis la période de l'esclavage. Et à l'abolition, on a fait injonction aux afro-descendants, tu oublies cette période. Tu dois avoir honte de cette période. Et on va aujourd'hui encore trouver des grandes personnes qui vont peut-être dire « Ouh là là, faut pas parler de ça, ouh là là ». Donc il y a eu une honte qui a été mise. Une honte, un rejet qui a été mis dans la tête des gens. Ça, c'est normal. Après l'abolition,
eh bien, le système s'est réinventé. Donc, le système a trouvé d'autres façons. Donc, à travers les programmes scolaires, eh bien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand j'interroge les jeunes, je vais parler d'Afrique, ils vont me dire, ah, quoi? Ben, c'est normal, puisque ça a muté, mais les mêmes principes sont là. En fait, le racisme, il est systémique. C'est un système qui est nécessaire à l'exploitation des ressources et des humains. Donc, s'il n'y a pas le racisme et que les Européens apprennent que tous les peuples sont vraiment égaux et que c'est la révolution. Donc, c'est pas bon pour profiter. Donc, c'est un système systémique et les gens en est pris dedans. Aujourd'hui, quand on m'a parlé de l'Afrique, c'est tout le temps des reportages qui vont te montrer la guerre, la famine, le truc, machin, épidémie, machin. Donc, c'est systématiquement ça qu'on va montrer. Et puis, oh là là, ils sont pauvres, il faut les aider, ah là là, l'aide humanitaire. Donc, il n'y a rien d'autre qui est montré de l'Afrique. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, les Afro-descendants qui sont en Afrique, qui sont en Guyane, en Amérique ou dans la Caraïbe, c'est totalement normal qu'ils aient une image, je vais dire, caricaturale ou négative. Et c'est justement grâce à des militants, grâce à des gens qui font l'effort, des youtubeurs, tout ça, qui montrent autre chose. C'est là que les gens commencent à ouvrir les yeux. Moi, je vois par exemple Safia, la jeune Guyanaise qui a grandeur noire, eh bien, elle organise des visites. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés pour la première fois en Afrique et qui sont ébahis, qui se disent waouh, mais c'est beau, il y a des cultures, il y a de beaux paysages, il y a des choses intéressantes. Voilà. Il y a de plus en plus de voyages d'ailleurs aujourd'hui qui se font des communautés afro-descendantes de l'Amérique et beaucoup qui retournent en fait sur le continent pour aller découvrir voilà le Cameroun, le Bénin, les différentes spiritualités, le vaudou, etc. pour déconstruire justement cette mauvaise image-là qui est véhiculée et qui a longtemps été véhiculée alors qu'en réalité quand on s'y intéresse vraiment, on peut voir autre chose. C'est ça. Et en fait, c'est pour qu'on puisse bien comprendre, ça s'appelle le soft power. Le soft power, donc le hard power, c'est la guerre, c'est l'esclavage, c'est physique. Mais le soft power, mais c'est redoutable en fait. Et à l'époque de l'esclavage et de la colonisation dure, je vais dire, enfin la colonisation dure, c'est ce qui s'est fait après l'esclavage, mais en réalité c'était la remise en esclavage des Africains, mais sur le continent même. Ça, c'est la réalité des faits. C'était des choses aussi horribles que l'esclavage, d'accord ? Donc, cette période-là, c'était le hard, mais le hard s'est fait en même temps que le soft. C'est comme si on te détruit de l'intérieur, en fait. Donc ça, on a tous été pris dans ça, dans cette destruction de l'estime de soi. Et donc, c'est qu'il a fallu qu'il y ait des personnes qui aillent là-bas, qui aient la curiosité, qui ramènent l'info, qui se disent « Non, mais c'est pas possible, on nous a menti. Mais on nous ment, en fait. C'est beau, c'est paradisiaque, mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, tout le monde va en Afrique et puis nous, on nous dit que c'est pas bon alors. C'est vrai, hein, la fameuse question, pourquoi tout le monde veut y aller, pourquoi il y a autant d'exploitation alors que nous-mêmes, les premiers concernés, ben, on n'y voit pas toujours un grand intérêt. C'est ça. Alors que la réalité est tout autre. Tu as beaucoup parlé de l'importance de connaître, de transmettre, etc. J'aimerais savoir en quoi le fait d'avoir compris toutes ces choses-là t'a aidé à surmonter certains obstacles, parce que je pense que tu ne peux pas dire le contraire. La connaissance libère, comme on dit. En quoi tu peux dire qu'elle t'a aidé à surmonter certains obstacles? Est-ce que tu as des exemples? Oui, c'est vrai que ça donne une force, ça donne... mais je pense que justement le but était là. Le but était précisément là, c'est que les civilisations africaines ont été très puissantes et très bien organisées, très développées, très sophistiquées à tout point de vue. Et précisément, l'objectif de cette destruction mentale était de faire en sorte qu'on ne redevienne pas puissant. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très logique, d'organiser, de fait. C'est quelque chose, il faut être réaliste maintenant. Il faut pas partir la fleur au fusil. Donc effectivement, le fait d'avoir conscience des choses, ça donne une force. Ça donne le fait de pouvoir concrètement apporter des connaissances, avoir des retours. Par exemple, sur les poupées, quand j'ai une maman, concrètement, j'ai une maman, j'avais fait un atelier, donc il y a aussi quelque chose que j'ai pu faire, qui était, je pense, peut-être une première mondiale, c'est un concours de coiffure, mais sur poupées. Ah, ok. Des coiffures africaines, du coup? Oui, voilà, c'est ça, pour des enfants, voilà. Donc, il y a quelques années, j'en ai fait 2.
Et le deuxième concours était un plus petit. Et puis moi, je me souvenais même pas, bon, les enfants et tout, ils repartent avec leurs poupées, etc. Et puis après, je suis dans une manifestation sur les cheveux naturels. Et puis j'ai une maman qui vient vers moi, je me dis, oula, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, oui, depuis que ma fille a fait cet atelier, et elle aime ses cheveux, elle s'aime, elle est... Waouh. Et ben d'avoir des retours comme ça, des retours de parents, de mamans, d'enfants. Quand tu fais l'atelier, tu commences, tu vois qu'ils sont un peu fermés, et après tu vois qu'ils sont épanouis, ils sont contents d'avoir appris leur histoire, ils sont contents. Tu sens qu'il y a un épanouissement. Une fois, j'ai fait aussi un atelier et j'ai parlé des civilisations amérindiennes. Et c'est dans une commune de Guyane où il y a beaucoup d'Amérindiens. Et à la fin de l'atelier, où je parlais donc de tout l'apport extraordinaire des civilisations amérindiennes qu'on nous apprend pas. Et puis, il y a une jeune fille qui est venue me voir, qui était très émue, une jeune ado, et puis qui m'a dit merci beaucoup, je savais pas que mon peuple avait réalisé des choses et apporté des choses à l'humanité. Et là, je me suis dit wow, ah ouais, ça là, pour moi, je me suis dit allez, les Amérindiens c'est grâce à eux qu'on mange des frites, des pommes de terre, les choses, ils ont créé ça. Mais pour moi, c'est presque normal d'en parler. Et puis la jeune fille qui vient me voir, moi je suis émue parce que je savais pas que mon peuple avait fait tout ça. Et là, je me dis wow, ah ouais, c'est bon, il y a quand même, je touche pas beaucoup de personnes, mais celles qui sont touchées, sans toucher, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, ça encourage à continuer, puisque c'est des petits projets à petite échelle, c'est pas toujours évident, puisque nous sommes tous à petite échelle. Hein. Mais peut-être à grande échelle plus tard. La grande échelle commence toujours petite, un peu, en général. Voilà. Il faut commencer par un bout. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, c'est d'avoir ces retours. Qui motive. Ça motive, voilà. Moi, je me dis, je découvre toujours, j'apprends des choses et je me dis toujours, ah ouais, ça, il faut le transmettre. Il faut que les jeunes puissent le savoir, même les adultes, hein, puisque ça commence par les adultes. Et donc, d'avoir des retours de personnes qui vont me dire, ah oui, eh ben, dis donc, c'est grâce à ça, j'ai appris qu'il y avait des héros, j'ai appris que, ouais, ben, c'est important, ben, j'ai envie de transmettre à mes enfants, ben, voilà. Et là, je me dis, ah ouais, c'est bien, ok. On continue. Voilà. Après, moi, l'expérience de cette reconnexion, elle est importante pour tout un chacun, pour chacun d'entre nous. Moi, l'expérience extraordinaire que j'ai vécue, c'est depuis que j'ai fait la journée des héros de la liberté, qui avait pour but de mettre en valeur les héros du marronnage. J'ai voulu faire le livre sur les héros du marronnage. Mon Dieu, ça doit faire presque 10 ans, là. Le temps passe vite. Et c'était des blocages sur blocages. J'arrivais pas à trouver des dessinateurs. J'arrivais pas. Ah oui. La rédaction, mais c'est surtout sur les dessins, c'était beaucoup de blocages. Il fallait trouver des sous pour payer les dessinateurs, faire des recherches pour savoir comment on allait dessiner ces personnages. Je suis restée sur plusieurs années de blocage sur ce projet-là. Et quand j'ai fait la première journée, la journée des héros de la liberté, la première, je suis allée, c'est comme si les mécanismes, tac, 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 se mettaient en place. J'ai voulu faire, donc, c'était avec des conférences et des manifestations culturelles, donc des danses traditionnelles. Conférence, je me suis dit, je vais parler donc il y a plusieurs communautés en Guyane, je vais parler des descendants des créoles et je vais parler des Bushinengue, qui est un peuple descendant de Marrons du Suriname, d'accord, qui ils sont maintenant installés en Guyane. Et donc je me suis dit, je vais faire venir quelqu'un qui va parler de Boni, qui était un grand chef du marronnage venu du Suriname. Alors je suis allée au culot parce que je connaissais pas du tout. C'est un grand journaliste qui est très connu, qui s'appelle Serge Billet. Je pense que tu le connais. Non, je le connais pas. Oui, Serge Billet, c'est un grand journaliste. Hein. Peut-être que je vois de qui il s'agit, mais pas le nom. Oui, donc il fait beaucoup d'ouvrages et de recherches historiques pour faire connaître des personnages noirs, afro, méconnus de l'histoire. Par exemple, il a fait un livre sur la Mauresse de Moret, qui était une fille cachée de Louis XIV. Ah oui, d'accord, c'est lui. D'accord. Oui, okay. Voilà. Lui, c'est Serge Billet. Il a été un très grand il est toujours un très grand journaliste qui a travaillé à Martinique la première. Il présentait le 20h. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui est un grand journaliste, qui en même temps est un grand écrivain. Oui. Donc ça veut dire qu'il est booké, quoi. Oui. Et moi, 3 semaines avant mon événement, je demande à quelqu'un, écoute, tu es Boni, tu es à Luku, tu es Bushinengue,
je sais que tu as rencontré ou tu as peut-être connu Serge Billet, il a été journaliste en Guyane. Écoute, je le connais pas. Est-ce que tu peux me donner son contact, s'il te plaît? Ah, oui, maintenant que tu en parles, ça me rappelle, oui, il a parlé de justement des Noirs à une certaine époque de l'histoire en Europe qu'on sous-estime en fait. Exact, voilà. Oui. Et il fait beaucoup d'ouvrages. Il a parlé de Yasuke, par Le exemple. samouraï noir. Le samouraï noir. Mais lui, quand il fait un truc, il va au Japon, il fait beaucoup de recherches. Donc, il est très pris et il présente le 20h en même temps. 3 semaines avant l'événement, je lui envoie un mail ou je l'appelle, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Il m'a répondu oui. Waouh. Mais je suis pas connue, quoi. C'est une petite association. Il me connaît pas, je faisais pas mes mots du radio, enfin, je suis pas connue. Il m'a dit oui, je dis waouh, Serge Billet me répond oui à 3 semaines alors qu'il présente le 20h, alors que il est très pris, il voyage, il fait des recherches et tout pour faire ses ouvrages. Il m'a dit oui. Et il est venu dans des circonstances pas évidentes parce que la grosse collectivité territoriale de Guyane l'avait invité aussi à venir 15 jours après mon événement. Et quand la collectivité a appris qu'il venait pour mon événement, qui est un petit truc, ils lui ont fait pression pour qu'il annule sa venue pour moi. Ah ouais. Enfin, pour moi, pour mon association, pour mon événement. Okay. Ça a été une guerre, en fait, ils lui ont fait la pression. Ah non, mais tu vas pas venir 2 fois. Il a dit, mais je suis un adulte. Si je viens 2 fois, je sais que je vais parler de choses différentes. C'est moi qui choisis où je viens. Et il a tenu à venir pour mon événement, alors qu'il me connaissait pas du tout. Wow. Et il est venu, et ça s'est super bien passé. Il y a eu beaucoup de monde. Tout s'est bien imbriqué, vraiment vraiment super, les gens étaient contents. Le plus gros média de Guyane est venu pour faire une interview télé, un reportage TV. Oui. Alors que je les ai même pas invités. Inviter les médias, il faut faire un dossier de presse, il faut envoyer à l'avance, il faut rappeler, il faut faire du phoning. Est-ce que vous allez venir? Mais ils sont venus. Ils sont venus, je les ai pas invités. On peut retrouver cet événement-là sur Internet? Je vais le mettre. Oui, ça se retrouve. Journée des héros de la liberté de Guyane. On va retrouver le reportage qui a été fait. Oui, tu me le donneras. Voilà, ils ont fait un super reportage sur la première journée des héros de la liberté et Monsieur Billet est venu. Wow. Et c'est là que je me suis dit, en réfléchissant, j'ai dit oui. Quand on se connecte aux ancêtres, c'est des mécanismes magnifiques. Et pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Et après, tout s'est débloqué pour les dessins. J'ai trouvé des dessinateurs, tac au tac au tac. J'ai mon premier livre sur les héros du marronnage. J'ai travaillé au moins avec 6 dessinateurs. Et ça s'est débloqué parce que c'était très dur. J'ai même eu une dessinatrice qui avait signé le contrat avec moi. Elle est venue me voir en me disant j'ai une douleur du côté du foie, mais je veux quand même faire ton projet, ça me tient à cœur. Elle a signé le contrat. 3 mois après, elle est morte d'un cancer du foie. Wow. Et la douleur qu'elle avait, en fait, c'était son cancer du foie. Et je tiens à la remercier. Et c'est son compagnon. Il m'a dit oui, j'étais au courant du projet. Et moi, je le reprends, je te fais tes dessins, il n'y a pas de souci. Je donne des conditions financières et tout. Et je te fais tes dessins. Et c'est là que je me suis dit, mais vraiment, pourquoi c'est dur de parler de nos ancêtres comme ça, là? Pourquoi la vérité est aussi difficile à rétablir? Voilà. Et donc pour moi, cette expérience avec la première journée des héros de la liberté qui a eu un succès, avec un invité de marque qui est venu 3 semaines avant et qui me connaissait pas du tout et qui avait d'autres sollicitations et qui voilà. Donc c'est quand même c'est un grand écrivain, Serge Billet. Et donc vraiment c'est là que je me suis dit parler des héros, on se reconnecte à notre territoire. Et moi, comme je dis aux gens, même si t'es pas originaire du coin, mais tu t'intéresses, c'est ce que je dis aux jeunes. En Guyane, on a des jeunes originaires de partout. Et je leur dis, mais tu peux être fier de tes parents, il n'y a pas de problème. Tu peux être d'origine haïtienne, d'origine de tout ce que tu veux. En Guyane, on a tout d'origine. Des Africains même aussi directement. On a des Haïtiens, Guadeloupe, Martinique. On a du Brésil, on a du Guyana, on a du Suriname, on a même de Colombie. La Guyane a vraiment des Syriens, des Libanais, des Chinois, on a des Européens, tout le monde. Arabes, on a des Européens. Donc moi, je dis aux gens, quel que soit, tu es fier de tes origines. Parce que le jeu du système colonial, c'est de faire les gens se diviser. Moi, je suis brésilien, moi, je suis celui, machin. Je dis non, on est tous guyanais, mais tu es fier de tes origines. Et par contre, on est fier aussi de la Guyane où on est. Et on est fier de l'Afrique. Donc c'est toutes ces strates-là. Moi, je suis très à l'aise avec ça parce que j'ai été un peu éduquée, même s'il n'y avait pas beaucoup de connaissances au départ. Mais après, ça m'a permis d'être à l'aise, à aller découvrir et à partager.
Et je me rends compte, sincèrement, je vous dis, faites ce travail de, moi, je peux dire la Guyane, je suis arrivée bébé en Guyane, hein, donc moi j'ai adopté, ben oui, je suis guyanaise et je dis que ce sont mes ancêtres, je les adopte, hein, vous êtes mes ancêtres, je vous aime, j'ai du respect pour vous. Et après, je vais aller valoriser mes ancêtres d'Afrique, mes ancêtres amérindiens. Vous êtes mes ancêtres, je vous valorise. Voilà. Tu fais pas de segmentation, en fait. Voilà, je fais pas de segmentation. Je vous aime, je vous valorise et vous avez mérité d'être connu. Et cette connexion, moi, je crois à cette connexion énergétique et spirituelle. Je crois à cette connexion parce que je l'ai vécue par l'expérience. C'est vrai, vous vous connectez, vous vous réenracinez, vous êtes connecté au territoire, à l'énergie du territoire, à l'énergie de vos ancêtres, d'Amérique, d'Afrique, de la Caraïbe. Vous êtes connectés, et bien vous, c'est comme s'ils sont contents, ils se disent enfin, on les attendait, enfin, tout ce qu'on a fait pour eux, enfin, ils s'intéressent à nous. Bon, eh bien, on va faciliter le travail pour eux. Et moi, je l'ai vécu. Le travail a été facilité. J'ai eu des connexions, j'ai eu des choses qui se sont mises en œuvre. Le travail a été vraiment ouvert et facilité. Et moi, je vous dis que ça fonctionne. Connectez-vous à vos racines, connectez-vous au territoire où vous êtes. Il y a plusieurs strates, il n'y a pas de conflit entre les strates. Les strates sont en harmonie, puisque de toute façon, nos ancêtres à l'époque voyageaient, étaient polyglottes, voilà. Donc, il n'y a aucun souci avec les origines ou les différences, il n'y a pas de problème. L'essentiel, vous êtes sur un territoire, vous êtes sur des ancêtres, sur des civilisations, il faut s'y intéresser, il faut se connecter, parce que cette connexion, vous allez vivre des expériences extraordinaires. Magnifique. Ah bah écoute, tu as dit le mot de la fin. J'allais te demander quel conseil tu voulais donner ou qu'est-ce que tu voulais rajouter, mais je pense que ce que tu as dit, c'est déjà très important et ça me rappelle ce que Ben a dit dans l'épisode précédent, justement, où il disait que au final, quand tu prends conscience de toutes ces choses-là, tu réalises bien que tu n'es pas né sur un territoire par hasard, en fait. Tu ne nais pas dans une communauté par hasard. Même le lieu où tu vis, c'est pas un hasard. Donc quand tu comprends ça, mais tu fais le lien avec tout ce qui t'entoure et tu te dis qu'il y a une raison à tout et c'est important d'en être conscient et de le savoir. Et si tu peux le transmettre autour de toi, que ce soit à tes enfants, à tes amis, à ta famille, à ton entourage, c'est déjà un élément qui peut aider beaucoup de personnes. Parce que même le plus petit message, la plus petite information qu'on peut donner, peut se révéler être une grande source de révélation pour une autre personne. Et moi, c'est ça que j'ai compris. Tu vois, regarde, même en te parlant, tout ce que tu as dit, j'avais déjà entendu un peu parler du marronnage, etc., mais pas à ce niveau-là. Mais sur cet aspect, quand tu parles de la Guyane, je pense tout de suite au Brésil. Tu vois, ça me renvoie, ça me fait voyager, en fait. Et c'est magnifique. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose d'autre? Quel conseil tu donnerais? Oui, voilà, moi ce que je pourrais donner comme conseil, intéressez-vous, allez prendre des informations, c'est très important pour savoir où on va. On vient pas de rien, on vient de civilisations qui ont fait de grandes choses. Et pour moi, on est dans une course de relais. Donc c'est comme si t'as pas de relais dans la main, mais tu vas où? Donc il faut prendre le relais, ça veut dire on tend la main derrière pour prendre le relais, l'héritage, la connaissance, et après on court. Et on va transmettre ce relais aux enfants, aux plus jeunes, ou à côté de nous. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est intéressez-vous à l'histoire. Il y a des pages. Il y a la page de Grandeur Noire, il y en a d'autres. Il y a Culture Dorée, etc. Il y a plein de pages qui sont accessibles, des trucs assez courts, c'est pas trop long et vous allez apprendre des choses. Il y a des bouquins. Vous trouvez des bouquins. Il y a la librairie Taméry à Paris, par exemple. Donc les livres de Monsieur Mutunde, etc. Il y a des bouquins maintenant. Intéressez-vous aussi. L'histoire il y a toute une partie pratique qui est importante. C'est d'apprendre à connaître la tradition authentique de nos ancêtres et la pratique concrète. C'est pas évident parce que il faut trouver le bon chemin. Mais pourquoi les gens le feraient? Beaucoup de gens ont peur. Voilà, en fait, pour moi, la première étape, c'est reconnectez-vous à vos ancêtres. Par rapport à l'histoire, par rapport à tout ça, votre famille, qui étaient vos parents, vos arrière-grands-parents. Pourquoi je dis que c'est la première étape? Parce que quand vous avez cette bonne connexion avec vos ancêtres, avec le territoire, vous allez commencer à guérir vos blessures. Moi, le travail que j'ai fait, c'est un travail aussi pour guérir les blessures, aider les gens à guérir leurs blessures, les blessures d'âme. Nous, notre peuple a été extrêmement blessé dans plein de sphères.
famille, enfants, business, etc. On est un peuple extrêmement blessé et détruit. Oui. Donc, pour que vous puissiez pas aller chercher une tradition avec des blessures pour aller tomber sur des arnaques. Ouais, c'est ça, pour pas se faire manipuler. S'il vous plaît, ayez l'ancrage. L'ancrage, ça veut dire que vous êtes ancré à votre famille, vous êtes ancré à vos héros, à vos ancêtres. C'est la première étape de l'ancrage, à la nature. Moi, c'est ça m'a permis, ok, je suis ancré, l'histoire, c'est quoi? Mes ancêtres. Ah ouais, ils ont fait ça, super. Ah, ils ont créé les maths, ah, ils ont créé les trucs, ils ont fait des pyramides, ils ont fait ci, ils ont créé, il y avait de grands royaumes Congo, il y avait le grand royaume du Mali, etc. Ok, on vient pas de rien. Il y avait des grandes civilisations amérindiennes qui ont créé des choses concrètes. Donc, à travers des choses concrètes, vous allez déjà tisser un lien énergétique avec vos ancêtres. Vous allez commencer à vous guérir, à guérir vos blessures. Je veux revenir sur ce que tu dis. C'est très important parce que tu vois, souvent, quand on parle de s'intéresser à l'histoire, il faut lire, il faut essayer de se renseigner. Il y a de l'information partout. Peut-être pour certaines personnes, ils pensent que c'est juste lire pour lire, découvrir pour le plaisir. Alors que derrière, en fait, comme tu l'as bien dit, c'est un travail de guérison. Voilà. Parce que nous sommes nombreux à ne pas être conscients de notre histoire et à ne pas même savoir que certains traumatismes viennent de cette absence historique-là. Et le fait de comprendre ce qui s'est passé, le fait d'en être conscient et de l'accepter aussi, parce que on passe par plusieurs phases émotionnelles quand on découvre toutes ces choses-là, mais de réussir à digérer cette information, à transmuter, on accepte et on comprend et on avance. Donc derrière cette connaissance, cette histoire-là, faut savoir qu'il y a déjà un premier travail de guérison de nos blessures. Et merci de le souligner parce que c'est une étape importante. On rejette beaucoup de choses. Connaître son histoire, c'est déjà une guérison. Exactement. C'est vraiment le travail fondamental. Dans ceux qui entreprennent, dans plein de choses où on commence à se conscientiser, il y en a qui comprendront pas pourquoi certains vont faire des erreurs, ils vont faire des choses pas bien, en fait. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un peuple extrêmement blessé et meurtri et qu'on est en cours de guérison. C'est ça. Donc, il y en a qui ont la bonne volonté de faire des trucs, mais ils n'ont pas guéri leurs blessures. Oui. Donc, dès le départ, vous devez savoir ça et vous-même faire le travail parce que tout s'explique par le biais historique. Oui. Notre histoire nous permet de comprendre des choses très concrètes. Par exemple, moi, j'aime le sel. Je sais que sur le transport en bateau, mes ancêtres ont dû boire de l'eau salée. Il y en a qui adorent le sucre parmi notre communauté, oui, parce que la canne à sucre, c'était une grande culture et que c'était peut-être le seul petit plaisir qu'ils avaient, c'était de consommer un peu de sucre. Donc, c'est juste pour dire, si vous comprenez pas la sphère familiale, homme-femme, les relations homme-femme, c'est lié à notre histoire. On a détruit les familles. Donc, ça permet de se dire, OK, j'ai compris d'où ça vient. Quand tu as compris d'où ça vient, tu commences à te guérir, tu te guéris. Le travail, la deuxième étape fondamentale que je vous conseillerais, c'est vraiment de faire le travail de guérison de vos blessures. Avoir conscience de vous-même. Être fier de soi, oui, mais faites un travail sur vous-même en lien avec l'histoire, de comprendre que vous avez vos blessures à guérir. La blessure d'avoir été humilié, la blessure d'avoir perdu un enfant, de la maltraitance. On a des blessures à guérir. Si vous guérissez pas vos blessures, vous allez aller vers quelque chose qui va vous arnaquer. D'accord? Donc je dis pas que vous devez tout guérir et puis aller chercher, mais au moins commencer un travail sérieux de connaissance historique pour vous guérir. Un travail très sérieux, aller dans la nature, vous balader, vous connecter aux arbres, etc. Nos ancêtres avaient des connaissances sur la nature extraordinaires. Ah oui, insoupçonnées. Insoupçonnées, c'est pour ça que moi, l'étape historique, je la continue. Je suis dans l'étape de travail sur moi-même pour guérir mes blessures. Ça, je vous dis que c'est fondamental à faire. Il suffit de se poser, vous réfléchissez 2 secondes sur votre vie, comment, la famille, tout ça. Vous allez voir qu'il y a des blessures, l'histoire vous le montre. Donc, nos ancêtres ont fait beaucoup pour guérir, mais nous, on doit encore guérir. C'est pas la guérison, vu ce qu'on a vécu pendant 2000 ans, ça ne va pas claquer dans les doigts. Donc, on avance vite avec la mélanine, avec la zone bleue, on avance vite, mais les blessures sont là. Donc, faites ce travail de guérir vos blessures. Et ensuite, allez vous former. Là, vous allez être orienté par vos ancêtres pour trouver la bonne école traditionnelle. Oui. De là, vous allez trouver le bon chemin parce que vous avez commencé votre guérison et que vous allez être un peu clair dans votre tête et que vous allez dire, OK, j'ai compris l'histoire, tout ça. Maintenant, il me faut des choses pratiques. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on ait des choses pratiques. Comment je bois l'eau, comment je me douche, les étoiles, c'est comment, les plantes, c'est comment, les minéraux, c'est comment, les différentes sciences traditionnelles, c'est comment. Donc, moi, je dis qu'on est après la 3e étape. Oui. Il faut aller vers une connaissance pratique et concrète qui va peut-être un peu manquer aux
au mouvement Camille, ou à ce genre de choses. Pour moi, c'est la suite du cheminement et je suis dans ce cheminement actuel. J'ai trouvé, moi, en tout cas, une tradition qui est pratique, qui est concrète, avec les éléments naturels, aller à la plage, aller en forêt, l'eau, comment je bois mon eau, je remercie l'eau que je bois, et que vous allez voir que dans les traditions authentiques qui ont gardé vraiment la vérité, les choses vraiment authentiques africaines, eh ben les sciences modernes comme la physique quantique viennent prouver ce que nos ancêtres avaient déjà pratiqué et trouvé depuis des millénaires. Oui. Donc c'est pour ça qu'après ça vous donne des outils très concrets, très pratiques sur comment programmer votre journée, comment on boit de l'eau, ça paraît bête, mais voilà, on remercie l'eau qu'on boit, comment on mange, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut éviter de manger peut-être par rapport à la mélanine, tout ça. Donc, moi, je dis qu'il faut aller après dans une pratique concrète. Et soyez déjà dans votre tête fort. On n'est pas parfait. Donc, sachez que toute personne qui peut proposer quelque chose peut avoir des faiblesses. Il n'y a pas de super-héros, hein. Donc, il peut y avoir certaines choses où les gens proposent des trucs, il y a une partie intéressante, vous prenez. Après, tout le monde n'est pas guéri. Donc, c'est à nous à faire le tri. En ayant guéri nos blessures, on va arriver à avoir l'esprit plus affûté pour aller vers vraiment les choses qui sont vraiment plus vers la maths et la vérité. Oui. Donc moi, c'est ce que je peux dire. Je m'excuse si j'étais un peu longue, mais c'est juste un peu pour synthétiser un peu ces différentes sphères que vous devez, qu'il est intéressant d'avoir, mais véritablement les sciences, que ça soit les langues, que ça soit toutes les sciences de nos ancêtres, sont extraordinaires et très puissantes. Merci beaucoup. Matondo Mamingi. Et je me permets juste de rebondir sur ce que tu as dit rapidement. Tu as parlé de remercier l'eau, que ça peut paraître très bête, mais quand on prie, on dit quoi? On dit merci. C'est ça. C'est la gratitude. On remercie pour ce repas, on remercie pour ce que la nature nous donne. On dit merci. Donc, non, on le fait déjà. Voilà. Et ça fait partie justement d'un prochain épisode que je vais développer un peu, hein, ce rapport qu'on peut avoir avec la spiritualité et la religion. Nous voilà à la fin de cet épisode, ce lent épisode, très riche, avec toutes les informations que tu nous as données. Waouh, Matondo Mamingi, c'était très enrichissant. J'en ai beaucoup appris. Grémessi, hein, c'est ça, comme on dit en créole guyanais? Oui, créole guyanais, Grémessi. Il y a une autre langue, on va dire Gantangui, en langue bushinengue. D'accord. Donc, Matondo, aux auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On se retrouve dans 3 semaines. À partir de maintenant, ça va être dans 3 semaines pour un nouvel épisode où je vais aborder un nouveau sujet. Je vais parler de spiritualité et de religion. Donc, rendez-vous dans 3 semaines. À très bientôt. Merci à tous. Bye bye.